Vous écoutez Indépendance financière et hypothèque, où l'endettement est à éviter, l'épargne est à l'honneur et où la maison complètement payée remplace la voiture de luxe comme symbole de richesse. Je suis Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire à Montréal et au Québec. Je veux vous aider à prendre le contrôle de vos finances, à transformer votre vie. Je vous transmets ma formule pour atteindre l'indépendance financière. Oui, aujourd'hui, je suis pas en solo, je suis avec Pascal Léger. On avait fait quel épisode ensemble? On avait fait l'épisode numéro 26 en 2024, le 18 janvier 2024. Salut Pascal. Salut Frédéric, merci de l'invitation. Ça me fait plaisir. Là, aujourd'hui, on parlera pas d'un sujet de finances personnelles spécifiques comme on avait fait la dernière fois. Là, l'idée, c'est que je veux qu'on partage, Pascal, ton cheminement vers l'indépendance financière. Je veux que tu arrives avec un peu ton background, ton histoire avec l'argent, ta relation avec l'argent, puis peut-être les défis que tu as rencontrés. Puis après ça, m'arriver avec certains conseils basés sur ton expérience. Peut-être qu'on pourrait commencer par... t'as quel âge, Pascal? Oui, définitivement. J'ai 29 ans. Puis, ça va me faire plaisir de partager mon parcours de vie, de finances. Puis ensuite, je pense que j'ai des conseils très similaires aux tiens, Frédéric. En fait, de ton podcast, je ne t'avais pas mentionné, mais je le partage souvent avec mes clients pour leur apprendre parce que il y a tellement du bon contenu là, que tu donnes à tes auditeurs. Puis ensuite, je vais donner 8 conseils, je pense, qui un peu répétitifs aux tiens, mais avec un angle différent. Puis il y en a certains conseils. Le dernier conseil va être différent complètement. Là. Je pense que tu n'as pas fait la mention encore dans le podcast. Donc, je pense qu'il m'a beaucoup aidé là, surtout pour les gens dans leur vingtaine, trentaine ou en phase d'accumulation. Là, fait que j'ai hâte de le partager avec tes auditeurs. Parfait, parfait. Puis, oui, c'est important de dire aussi, c'est ça, Pascal, ton titre, tu travailles beaucoup avec les placements chez Peak. Exact. Peut-être mettre le détail, là. Oui, exactement. En fait, le titre, dépendant de la province, certains c'est conseiller financier, d'autres c'est représentant en épargne collective. J'étais représentant en sécurité financière. J'ai laissé ma licence aller pour l'assurance. Je travaille avec mon père, Gérald, qui fait de l'assurance. Puis ensuite, j'ai commencé dans le domaine comme toi et Frédéric, comme agent hypothécaire aussi. J'ai encore ma licence niveau hypothèque. Donc, oui, absolument. Donc, placement hypothèque, Pascal. Placement hypothèque. OK, donc Pascal, c'est ça, je te laisse commencer dans le fond un peu ton histoire, comment tu as commencé, les études, ta relation avec l'argent, puis où est-ce que tu es rendu aujourd'hui avec tout ça? Absolument. Fait que je vais essayer de garder ça quand même court. Je veux pas parler trop de moi. J'ai hâte de partager mes conseils aussi. Mais cheminement, indépendance financière, c'est que je suis pas financièrement indépendant, mais je suis dans mon cheminement. Donc, je suis vraiment content d'où je suis rendu. Moi, je viens de Saint-Isidore, qui est une ville en Ontario, un village en fait. C'est très agricole. Donc, je viens d'une famille de fermiers, d'agriculteurs. Tous mes oncles, grands-pères, etc., c'est tous des agriculteurs. Je pense que c'est important de mentionner parce que la plupart des fermiers, c'est une bonne partie de ma clientèle. C'est des gens qui comprennent l'argent assez facilement dû au fait que c'est tous des propriétaires d'entreprises. La valorisation de l'argent à la base, c'est dans notre génétique dû au fait qu'on ne gaspille pas, on essaie de réparer. Donc, à la base, je suis un agriculteur. Mes parents ont encore des terres agricoles, puis je travaille dans les champs au printemps. Donc, ça fait partie de ma vie aussi. Donc, j'ai commencé jeune fermier, puis par la suite, mon père a vendu la ferme, puis on a juste les terrains agricoles. Par la suite, j'ai eu mon éducation, donc j'ai fini le secondaire. Moi, je voulais être dentiste quand j'étais plus jeune. Puis la raison, c'est que je visais l'indépendance financière, puis être mon propre boss. C'était vraiment important. Puis c'était un peu ma vision, puis j'aimais le domaine de la santé aussi. Donc, je suis allé à l'Université d'Ottawa pour faire un bac en biopharmaceutique avant d'être accepté comme dentiste. Puis après 2 ans, la réalité m'a frappé quand j'ai réalisé que ma moyenne était plus un C plus B. Donc là, j'ai réalisé après ma 2e année, ça va pas fonctionner. Là. J'ai parlé avec mes parents, j'ai dit écoute, ça fonctionne pas, je dois lâcher l'école, je vais me relancer dans quelque chose que j'aime. Puis l'immobilier, ça me parlait beaucoup. Donc mes parents ont dit non, tu finis ton bac. Là, en fait, je suis très favorisé, là, je vais être transparent. Là, mes études ont été payées. Donc ça a été un énorme avantage financier. Là, mais ils m'ont dit finis tes études. Puis mon père était conseiller, puis il m'a dit deviens un agent hypothécaire.
Donc, entre ma deuxième et troisième année, je suis allé faire mon cours d'agent hypothécaire, je suis allé faire mon cours de représentant en épargne collective, donc investissement, puis représentant en sécurité financière. J'ai tout fait ça pendant un été. Là. J'étais super rapide à faire mes cours. J'étais habitué avec l'université. Puis, par la suite, j'ai terminé mon université. Je travaillais aussi comme ces 3 emplois-là en même temps. Là. Je commençais à faire un petit peu de revenus. Donc, mes premières années, là, on va être honnête, c'était pas très fort. Là. J'ai fait environ 20 000 ma première année, mais j'étais encore aux études, donc c'était quand même bien. Puis, par la suite, j'ai terminé mes études. Je suis retourné chez mes parents. Donc, un autre point, j'ai été beaucoup favorisé financièrement. Si mes parents m'ont accueilli chez moi. Ils m'ont fait travailler aussi. On a fait une extension de maison. Là. Ils m'ont fait travailler, mes parents, mais gratuitement. J'ai pas eu de loyer, pas de nourriture. Puis j'ai travaillé 3 ans pendant ce temps-là, pendant que j'étais chez mes parents. Là. À l'université, j'ai rencontré ma blonde aussi, que je suis encore avec. Ça fait déjà 10 ans. Puis mon but, moi, c'était d'épargner de l'argent pendant 3 ans pour déménager avec ma blonde, pour acheter une maison. Donc, on faisait de la longue distance, là, entre Saint-Eustache et Ottawa, mais je passais quand même 4 jours avec ma blonde par semaine. Là, mais, fait que ça, j'ai sauvé mon argent pendant 3 ans. Mes revenus ont augmenté aussi. J'étais plus autour du 40 000, 50 000 par la suite. J'économisais 100 de mon argent à ce point-là après impôt. Donc, je faisais pas de dépenses. Mon focus, c'était vraiment, je veux déménager en ville, avoir mon indépendance, juste mon indépendance. Ouais. Puis, revenir avec ma blonde, là, c'était vraiment important. Pascal, Oui. là, je comprends bien, là, dans le fond, Oui. pendant toutes les études, tu n'as jamais pris de mauvaises décisions financières? Est-ce que je comprends bien? J'étais quand même. Parce que c'est rare là, quand on est adolescent, ou en tout cas qu'on commence, on est à l'université, quand on est plus jeune, qu'on ne va pas s'endetter pour les études, pour une voiture. Exact. Quoi que ce soit. Mais là, je comprends qu'on avait un bon background, puis que dans le fond, on faisait les choses comme il faut en partant. Là. Exact. Puis mon père était conseiller financier. Fait que la seconde que je faisais de l'argent, puis j'ai travaillé. Il y a une partie de mes études, j'ai travaillé, une partie, j'ai pas travaillé. Je travaillais pendant mes étés aussi. Puis je faisais, dans le temps, je faisais du landscaping. Là, on travaillait à des chaleurs comme aujourd'hui qui fait 40 degrés, on était dehors. Puis je faisais des grandes heures. Puis tout l'argent, je l'ai épargné. Mon père était comme, écoute, tu vas le mettre dans tes CELI, tu vas l'investir. Fait que je vivais vraiment comme un étudiant. Là. J'avais pas d'argent. Il y a des moments dans mon compte de banque, j'avais tout mis dans mes CELI à ce point-là. Puis c'était mon père qui gérait. Puis je me retrouvais avec quelques centaines de dollars. Là, fait que j'ai pas l'opportunité de le faire de mauvaises décisions. Là. Mais là, y avait-tu comme une frustration là, qui faisait que ouais, mon père, il prend tout mon argent, il veut que je l'investisse, puis moi, il me semble que je ferais d'autres choses avec ça? Ou t'étais comme, ben oui, ça fait bien du sens, puis c'est normal, je travaille, puis je peux pas en profiter? Ben, c'est une bonne question. En fait, j'habitais avec mes colocs. Puis, on est tous des étudiants. Puis à ce point-là, on est tous pauvres. Tous mes amis, tout le monde, on n'avait pas d'argent. Fait que, tu sais, aller faire un voyage de 10-20 000, moi, je connaissais pas personne qui faisait ça. Tu sais, j'en voyais sur Facebook, Instagram. Mais de ma communauté, exemple, là, mes amis, personne dépensait de l'argent. On mangeait du craft dinner, puis on mangeait. C'était complètement ridicule. Je me souviens, j'y allais au magasin, puis le soir, comme ça tombait à 50 rabais, je mangeais juste ça. Pendant mon université parce que mon père, parfois aussi, là, je mettais de l'argent dans mon CELI, mais il me restait rien dans mon compte bancaire. Fait que j'allais dépenser sur des 50 là, de rabais là, au magasin en soirée. Donc, j'ai vécu là-dessus. Oui, j'ai été favorisé, mes études ont été payées, mais en même temps, je vivais comme à la limite pendant mes études. Fait que j'ai pas eu l'opportunité de dépenser, non, définitivement pas. Puis après que je suis revenu chez mes parents, mon focus c'était de redéménager en dehors de chez ma famille, puis avec ma blonde. Donc, j'ai épargné juste tout mon argent. Là. Je me souviens, je n'ai même pas allé. Il y avait le Blues Fest à Ottawa, qui est un gros festival, puis c'était 50 le billet. Puis j'ai été, là, mais ça me fait encore mal. Là, je me dis, je peux pas dépenser sur n'importe quoi. Là. Fait que, ouais. Déjà, donc, début vingtaine, ton objectif, c'était quand même de t'acheter ta maison. Tu voulais pas aller en loyer rendu là. Tu voulais, comme, en partant, en sortant de chez tes parents, t'acheter quelque chose, puis être propriétaire. Exact. Je vais être propriétaire en partant. La raison aussi, j'avais fait les calculs, puis à ce point-là, le loyer était plus cher qu'être propriétaire à Ottawa. En ce moment, c'est un peu plus difficile, l'argument. Là, je vais être très honnête, mais à ce point-là, ça valait vraiment la peine d'être propriétaire. Puis en fait, quand je suis allé acheter on a acheté un condo, le prix c'était 190 000 en 2019. Donc avant que le marché immobilier explose avec la pandémie, mais c'était encore dans des bidding wars. À ce point-là, qu'est-ce qu'on a fait? C'est des offres multiples. Les prix augmentaient rapidement. Puis je me souviens, moi, ma blonde, qu'est-ce qu'on a fait? On
on a imprimé une page qui disait notre situation de vie, là, qu'on était un petit couple qui regardait acheter un condo. Puis on t'a éliminé des lettres. J'ai éliminé plus de 200 lettres. Puis finalement, j'ai eu 3 vendeurs qui m'ont appelé. On est allé faire des visites avec ces 3 vendeurs-là. Puis on a trouvé une famille qui voulait vendre, en fait. Là, ils voulaient agrandir leur propriété. Fait que c'est comme ça qu'on a acheté notre premier condo en privé, là, en fait. Fait que c'est ça. Sans courtier immobilier, ça veut dire. Je faisais des offres aussi sur des maisons avec des listings, mais ça allait en offres multiples. Puis on perdait tout le temps. Là. Les offres. En 2019, le marché était très, très chaud à Ottawa, avant la pandémie, là, en fait. Là. C'était très difficile de rentrer dans le marché. Là. 2020, ça a été encore plus pire. Mais initialement, on allait porter des lettres, puis même notre propriété, là, j'ai redéménagé par la suite, mais finalement, ça a été avec un agent immobilier, exact. Puis en 2019, j'ai été propriétaire. Si je continue mon histoire, j'ai bientôt fini. Là. Je ne vais pas être ça trop longtemps, mais. Donc, super intéressant. Ah ben merci, Frédéric. Donc, en 2019, j'ai déménagé avec ma blonde. Encore là, le condo, 190 000, j'avais le 20 de mise de fonds, donc je l'ai mis. L'hypothèque, j'aurais dû sortir mes montants, mais c'était pas énorme, les montants mensuels. Nos mensualités étaient très faibles. Encore là, ma blonde a continué ses études, elle travaillait, mais on habitait encore comme des étudiants, puis notre cercle d'amis était encore des étudiants ou encore pas très riches. Là. On n'avait pas d'argent pour dépenser puis se permettre. Puis la pandémie aussi, en 2020, 2021, on ne pouvait pas rien faire, fait qu'on est épargné. Donc, on continuait à mettre des grosses sommes d'argent à ce point-là. Tout notre revenu allait de côté. Puis par la suite, je travaillais pour 2 mentors comme 2 agents hypothécaires, fait que je faisais du volume. Mes revenus ont augmenté un peu plus. J'étais plus autour à ce point-là. Avant 2020, j'étais plus autour du 60 000. Puis 2020-2021, c'était des grosses années d'hypothèque. Donc, mon revenu a augmenté plus autour de 80 000. Puis je mettais la majorité de mon argent de côté à ce point-là. On faisait pas de voyage, on n'était pas très sorteux à ce point-là. Autre part des marches, là, puis la pandémie, on ne pouvait pas faire autre chose. Donc ça nous a permis d'économiser beaucoup à ce point-là en 2019, 2020, 2021. Parce que là, Pascal, excuse-moi, je t'interromps. Oui, vas-y. Même après avoir acheté la maison, on a continué, dans le fond, à garder le même train de vie comme d'étudiants, ou en tout cas, quand même un train de vie assez bas, parce qu'on voulait prendre tout l'extra puis le mettre dans les CELI, REER. Puis là, on a déjà commencé à ce moment-là à penser à notre indépendance financière ou peut-être notre prochain achat immobilier. Exact. Moi, c'est l'immobilier qui m'intéressait. Je l'ai acheté du locatif. À ce point-là, à Ottawa, tu pouvais faire en parenthèse, cash flow, faire de l'argent mensuellement avec le revenu locatif. Ça se paye, ça l'apprécie. Pour moi, ça faisait vraiment du sens. Je voulais acheter de l'immobilier. Puis aussi, dans l'entreprise, on peut faire des acquisitions d'entreprises aussi. Donc, je voulais mettre de l'argent de côté. C'est super important. Puis oui, mon but, c'est d'atteindre l'indépendance financière un peu plus rapidement. Initialement, je ne savais pas pourquoi, mais avec le temps, avec ma blonde, on a eu des conversations. Je vais en parler dans mes conseils tantôt. On a plus un objectif vraiment précis pour l'indépendance financière. Donc, c'est ça, on épargnait agressivement. Mon CELI était maximisé. J'investissais dans les comptes non enregistrés. Je n'ai pas mis de REER parce que je voulais la flexibilité de reprendre mon argent quand je voulais pour un projet immobilier ou pour l'entreprise. C'est arrivé quand même rapidement, mais en 2020, j'ai acheté en 2019 en août. 2020, tout de suite, je voulais acheter quelque chose d'autre. Donc, j'avais encore de l'argent. Puis, là, ma soeur s'en allait aux études à ce point-là. Donc, j'ai dit, hey, à mes parents, comme dans le temps, on louait avec un de mes amis, puis ses parents étaient propriétaires, puis c'était des comptables, puis mes parents avaient beaucoup de respect pour eux. Puis, j'ai dit, écoute, on va faire la même chose. Mais là, j'ai besoin d'un co-signateur, je ne peux pas qualifier. Là. Donc, là, on a acheté une résidence secondaire pour ma soeur pour les études en 2020, juste avant la pandémie. Puis, ça l'a déboursé ou ça l'a closé le 1er avril. Donc, la pandémie venait de commencer. Ça a tout chamboulé l'histoire. Mais on a acheté un townhouse à 4 chambres. Donc, je me disais, on pouvait faire, à ce point-là, dans mes calculs, on pouvait faire quasiment 1 000 de revenus par mois avec des étudiants. Là. Donc, puis sans louer très cher, vu que c'était un 4 chambres. Là. Donc, c'était très intéressant. Donc, une maison de ville, puis on louait par chambre à des étudiants, c'est ça? Exact. On a acheté pour 302 000. Puis à ce point-là, on pouvait louer les chambres à quasiment 1 000 à ce point-là. Donc, par chambre. Donc, c'était très, très rentable. Par contre, la pandémie est arrivée, les études ont été repoussées, l'université était en ligne. Donc là, ça a tout chamboulé l'histoire parce que là, je viens d'acheter ma première maison, je viens d'acheter une propriété de mes parents, puis je les ai convaincus, là, je les ai poussés dans cet achat-là. Puis finalement, on n'a pas de revenus locatifs parce que les étudiants ne veulent pas aller étudier en personne parce que les universités étaient fermées, les collèges aussi.
Donc là, j'ai fait du short-term rental, là, donc du locatif à court terme parce que je OK. pensais que ma soeur n'était pas revenir à ce point-là. Donc, histoire courte, là, j'ai été très, très chanceux avec mes locataires. Je prenais n'importe qui, n'importe quand. Puis, j'ai prenais un loyer très, très cher. Donc, dans le temps, ça se louait autour de 1 800. Moi, je les louais 2 500, 2 600 pour un mois. Puis, la raison, c'était des gens qui déménageaient d'une propriété à l'autre, puis il n'y avait pas de place pendant un mois ou deux. Fait que mes locataires étaient super bons, mais j'ai été très chanceux à ce niveau-là. Puis, fait que j'ai fait ça pendant un certain temps, jusqu'à temps que je réalise que ma soeur était pour faire en ligne, là. Donc, les études pendant un certain temps, là, j'ai loué à long terme. J'ai eu des mauvais locataires, j'ai eu des belles histoires, là. Je pourrais parler de ça pendant des heures, là, mais j'ai eu des histoires d'horreur. Mais à ce point-là, ça fonctionnait bien. En 2020, ça fonctionnait bien. Puis moi, mon revenu augmentait. Puis même en 2020 aussi, là, une autre petite parenthèse, je m'ai noté, là, je ne sais pas si on a le temps de parler, mais j'ai fait un prêt levier, donc emprunter de l'argent pour investir dans la bourse. Quand les gens achetaient du papier de toilette puis que tout le monde perdait un peu la tête, moi, je me suis dit, le marché boursier est tombé de 30. Moi, je dis, ça fait pas de sens, là. Il va revenir dans 5 10 ans, là, on va être plus haut qu'en ce moment. Fait que je suis allé emprunter 60 000 pour investir dans la bourse. Je ne le conseille pas à tout le monde de faire ça, là, définitivement pas. C'est vraiment pas un conseil. Puis ça m'a été assez rentable. J'ai fait 40 en un an. Donc, je me suis fait un petit 25 000 rapidement, là. Fait que ça a été un de mes moves. Puis en 2021, là, moi, ma blonde, on voulait une plus grosse cour. On avait un chien, on voulait une cour. Fait que là, ça a été notre décision, je dirais, la moins bonne. On a acheté un semi-détaché. Puis on a acheté pas notre maximum budget, mais c'était à 560 000. Donc, on a vraiment stretché le budget. Les taux étaient super faibles. Fait que j'ai pris un taux variable avec Desjardins, donc ton paiement est stable. Euh, Fait que ça Ouais, fitait dans le ouais, ouais. budget, là. Ça fitait dans le budget à ce point-là. J'ai mon renouvellement l'année prochaine. J'ai pas très hâte. Euh, mais donc, fait que j'avais du revenu locatif là, pour mon condo. Je pouvais le louer à ce point-là à 1 800. Je faisais beaucoup de cash flow. Là, je faisais beaucoup d'argent mensuel. Fait que mon budget n'a pas été chamboulé. Mais la propriété en tant que telle, ça n'a pas pris de valeur. Je te Non, dirais que parce ça que n'a pas là, été si c'était un taux variable, ça veut dire que exact. là, le tau a augmenté en fou en Mhm. 2023, puis 2024, puis là, c'est Deux. Mhm. encore haut, mais le paiement, lui, il est resté bas. Sauf que j'imagine qu'il devait avoir le solde, il devait être négatif. J'imagine que Exact. le solde de l'hypothèque augmentait, ouais. Exactement ça, Frédéric. Et puis moi, je l'ai laissé augmenter aussi. J'ai pas OK. été la personne à payer mon hypothèque. C'était mon concept, mes clients, mais moi, je l'ai pas suivi. Personnellement, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai continué. Là, à ce point-là, j'ai repris mes CELI. Donc, là, je les recotise. Donc, pour moi, c'était le CELI de maximiser. Là. L'hypothèque, c'est un taux d'intérêt. Oui, c'est pas payant, c'est pas rentable. C'est pas un super conseil, là, mais moi, j'ai continué à investir dans mon CELI. Je me suis dit, je vais être plus rentable d'investir dans mon CELI. Je vais chercher des rendements plus intéressants qu'un taux d'intérêt. Plus j'augmente mon espace CELI long terme, c'est super important pour moi. Fait que j'ai fait ça là, pour mon taux variable. Mais en même temps, la propriété, elle n'a pas pris de valeur depuis ce temps-là. Puis le taux d'intérêt était élevé. Ça a été moins coûteux d'aller louer qu'être propriétaire. Là. En 2021, là, pour moi, là, ça n'a pas été super bénéfique comme move financier. Fait que je te dirais, si j'ai une erreur dans ma situation financière, c'est l'achat de la propriété. Marie, je suis super content où j'habite. J'adore, là, c'est ma vie. OK. Mais financièrement, ça n'a pas été le meilleur move, là, OK. Donc, pour être honnête. ça, c'est l'endroit où qu'on habite présentement. Donc Oui, là, ça nous mène à un petit peu aujourd'hui. Puis oui, là, est-ce que tu serais à l'aise, avant qu'on commence avec les conseils, là, de oui. nous faire un petit tableau un petit peu des actifs, de la valeur nette, où est-ce qu'on se situe avec tout ce cheminement-là? On est parti quand même de Mhm. zéro, là. On n'a pas eu, tu sais, oui, on était avantagés, les Oui. parents ont aidé pour les études, ça va, mais tu sais, le fait d'avoir été conscient, d'avoir épargné, d'avoir voulu penser déjà à augmenter sa valeur nette dès début vingtaine ou même avant, où est-ce que ça nous a mené là, aujourd'hui, 10 ans plus tard, quoi? Oui, exactement. 10 ans de cheminement. Euh, En gros, là, ma situation, c'est ça. J'ai ma propriété. Là, j'ai maintenant un locatif à moi, puis un locatif avec mes parents. Par la suite, j'ai juste une voiture, une vieille Civic, moi et ma conjointe. Donc, on a continué à vivre vraiment en bonne nos moyens. Puis on vient de commencer à voyager, profiter un peu plus de la vie, là, mais on ne faisait pas vraiment de dépenses jusqu'à récemment. Donc, on économisait agressivement. Donc, on vient de terminer nos CELI, moi et ma conjointe, et maximiser. Puis, on pris beaucoup de valeur. Là. On investit assez agressivement dans nos CELI. On dit c'est plus pour notre indépendance financière. Donc, en chiffre, on est proche du 250 000 en CELI. Puis nos espaces, nous, on est un peu plus jeunes. Elle a 28, moi j'ai 29. Donc, nos espaces CELI sont un petit peu, sont pas à 102 000.
C'est ça. Fait qu'on on les a fait grandir, surtout le mien, là, parce que moi, ça fait plus longtemps que j'ai investi dans mon CELI qu'elle. Elle a tombé au marché du travail un peu plus tard que moi. Par la suite, mes REER, je viens de commencer à cotiser, donc j'ai pas énormément de REER. J'ai peut-être un 20 000, 25 000. Je viens de commencer récemment là, à les mettre. Pour moi, le REER, c'était moins important. Mon revenu est encore en croissance. Je suis en Ontario aussi, là, donc mon taux d'imposition marginale est moins élevé qu'au Québec aussi. Donc, le REER, je trouve, est plus important au Québec qu'en Ontario, mais malgré qu'on paye de l'impôt aussi. Ensuite, les locatifs, la valeur apprise. C'est un peu difficile à dire, mais overall, je crois que je suis rendu une valeur d'autour de 700 000 avec CELI, REER, épargne, les locatifs. L'appréciation, là, c'est certain que on peut rentrer l'agent immobilier, le coût d'avocat, fait que probablement ça descendrait un petit peu ma valeur nette. Puis l'entreprise a une certaine valeur aussi que j'ai pas vraiment pris en compte. Là. Fait que j'ai pris un peu, mais pas tant. Fait que ça varie beaucoup mes chiffres, là, mais je te dirais Donc, on a plus ou moins. en actifs financiers, dans le fond, on a autour de peut-être près proche de 300, plus ensuite en immobilier puis en valeur d'entreprise, peut-être un 300 000 d'immobilier, peut-être un 100 000 de valeur, tu sais, grosso modo, là, pour arriver Exact. à 700, ouais. Exact. C'est plus ou moins, on s'entend. Puis il faut juste dire, je sais que moi, je suis quelqu'un qui me compare beaucoup, puis ça peut être négatif. C'est fait que si vous écoutez ça, peut-être vous êtes bien plus loin que moi, peut-être vous êtes. Comparez-vous pas d'une chose, j'ai été favorisé encore une fois, juste le répéter, là, parce que pour moi, j'ai des amis qui me disent, ben là, comment t'as fait? J'ai pas eu de dette étudiante. Je suis allé habiter 3 ans avec mes parents. Ensuite, j'ai eu le timing parfait pour l'achat de mon condo, puis le townhouse aussi pour ma soeur. Ça a été un timing parfait. Là. Avant que le marché immobilier explose, je veux dire, ça allait vraiment profiter dans ma valeur nette. Ensuite, je pense que moi, ce que j'aime de ce cheminement-là, c'est qu'il n'y a pas de gros coups, là, tu sais, c'est que, à la base, c'est que on a travaillé, puis on n'a pas dépensé tout ce qu'on a, tu sais, gagné. Puis après ça, on a pensé à qu'est-ce qu'on achetait, on est devenu propriétaire de notre résidence principale. On a, oui, acheté du locatif, puis ça aussi, ça a pris de la valeur. Puis on a réinvesti dans notre travail, dans notre entreprise. Donc ça, c'est peut-être spécifique. C'est pas tout le monde. Ceux qui sont à salaire, évidemment, n'ont pas toute l'opportunité d'investir dans leur travail. Mais en tant que travailleur autonome, évidemment, c'est une très belle façon là, de créer de la valeur. Exact. Définitivement. Puis, non, c'est ça, c'est ma situation. Fait puis la suite, je te dirais, c'est on voudrait maximiser nos REER. On n'a pas des gros espaces REER, je te dirais. Je pense on a quand même, je suis sûr qu'on a un peu plus de 100 000 là, d'espace, mais je pense qu'on va être capable de le coter quand même assez rapidement. On vit vraiment bas de nos moyens au fait qu'on n'a pas de paiement de voiture. On a juste les paiements d'hypothèque. Puis les locatifs, ils font un peu d'argent. Donc, c'est maximisé. Moi, les REER, tu sais, excuse-moi, je t'interromps. Oui, vas-y. Les REER, je vois aucun problème à justement pas à les garder pour plus tard. Tu sais, parce que les revenus, tu sais, là, on commence au début, notre salaire, notre travail, c'est pas super élevé de toute façon. Puis au fur et à mesure qu'on progresse dans notre carrière, qu'on devient bon, que notre entreprise fait plus d'argent, on peut finir par augmenter nos revenus, puis on va en payer plus de l'impôt plus tard. Donc, ça fait beaucoup de sens d'attendre avant de cotiser au REER. Puis moi, je l'ai vu, moi, je voulais commencer à cotiser dans mes REER quand même assez tôt parce que, moi, il n'y avait même pas le CELI en 2005, ça existait pas. Ça a commencé en 2008. Le CELI, c'est ça. Puis il y avait juste le REER. Fait que moi, j'ai comme pris l'habitude quand même, mais dans mes premières années, je faisais comme 40-50 000 de revenus annuels. C'est vrai que c'était pas super pertinent là, d'investir dans mes REER. Mais là, moi, les dernières années, je le vois, là, je suis topé dans mes REER. J'aimerais ça en avoir plus d'espace de cotisation. Puis il y en a plus qui reviendraient en retour d'impôt. Mais là, après ça, parce que c'est ça qui nous attend si on continue à travailler, développer notre carrière. À un moment donné, on le fait. Là, le 100 000, 200 000, 300 000 de revenus dans une année. On ne pense pas qu'on peut faire ça quand on est dans notre vingtaine, mais ça peut arriver, ça va arriver si on continue. J'espère. J'espère, Frédéric. Honnêtement, je ne suis pas encore rendu là, mais j'espère. À ce moment-là, on se rend compte que notre cotisation de REER, il n'y en a pas tant qu'on peut mettre dans nos REER. On aimerait ça pouvoir en mettre plus, mais là, on arrive au max. Exact. Puis juste un autre point aussi, comme le REER, on peut repousser la déduction d'impôt. Fait que potentiellement, peut-être je vais en repousser. Si je décide on pense être agressif dans nos REER, puis garder encore là notre style de vie, on ne dépense pas de temps. Fait qu'on va probablement les repousser. Puis en même temps, on n'a pas d'enfants aussi. Donc, je sais que la plupart des auditeurs sont probablement québécois.
Les Québécois, vous avez des allocations familiales. On en a aussi en Ontario, là, mais au Québec, vous avez une allocation provinciale aussi. Ensuite, les REE, ben, vous avez c'est un 10 supplémentaire, etc. Fait à un certain point, je pense que vous, au Québec, ça devient intéressant aussi peut-être d'attendre quand vous avez des enfants. Puis là c'est vraiment important parce que vous avez le droit à plus d'allocations familiales que vous pouvez utiliser. Là, fait que nous, on n'a pas encore d'enfants aussi. Fait que ça, c'est une autre raison qu'on peut-être on peut épargner plus que, exemple, nos amis qui commencent à avoir des enfants si on n'a pas d'enfants. Fait qu'on peut épargner très agressivement. Puis notre objectif, c'est d'avoir des enfants peut-être dans 5 ans ou dans l'espace de 5 ans. Fait en ce moment, on essaie de penser à ça aussi, comme faut épargner pour cette grande dépense qui va probablement venir. Là. Puis un changement de voiture, j'ai une Civic 2 portes aussi, il va falloir changer de voiture, malheureusement. J'adore ma Civic, mais ça ne fonctionnera pas pour un enfant, je pense, avec 2 portes. Là. Donc, c'est un peu ça ma situation. Puis juste rajouter un autre point, c'est peut-être potentiellement faire la manœuvre Smith ou la mise à bord de l'argent. Ça serait une de mes choses que je regarderais à faire sur ma propriété, ma résidence principale. Quand je vais creuser sur mon équité de propriété, de potentiellement remettre une marge de crédit hypothécaire pour investir. Un peu comme toi, Frédéric, peut-être pas à chaque mois puis l'investir dans un compte enregistré, mais peut-être sur une acquisition d'entreprise, immobilier ou une opportunité qui avec des rendements plus intéressants que avec le marché boursier, c'est très intéressant sur le long terme. Je pense que je ferais un peu comme toi, là, avec la mise à part de l'argent. Là. Oui, mise à part de l'argent, oui. Je l'encourage. J'ai regardé ça pour des clients. C'est certain que de rendre l'intérêt déductible de notre prêt hypothécaire sur notre maison, ça peut être une belle stratégie pour optimiser. Éventuellement, le prêt sur notre résidence principale, l'intérêt qu'on paye, s'il est déductible, ben, techniquement, ça peut comme diminuer de moitié le taux d'intérêt, l'intérêt qu'on paye pour notre résidence principale en faisant ça. Exact. On y reviendra peut-être, j'y reviendrai en détail dans d'autres épisodes. Absolument. Définitivement des bons conseils. Allons-y, Pascal, avec les 8 conseils. Merci d'avoir partagé ton histoire. On va comprendre plus les conseils que tu vas nous donner avec le background que tu as, puis en plus le fait que c'est ton travail de conseiller pour les placements, puis de conseiller tes clients. Donc, c'est parfait. Vas-y, je t'écoute. Commençons par le premier conseil. Oui, absolument. Donc, j'en ai 8. Tu m'avais dit 4-5, puis j'ai eu de la misère à couper. Là, puis je vais essayer d'amener une angle un peu différente, comme j'ai dit initialement au podcast, un peu différente de la tienne. Un bonus en partant. Là, le 8e, je pense que c'est celui que tu n'as pas parlé, mais un bonus en partant, c'est d'écouter ton podcast ou écouter des podcasts de finance. YouTube et la bonne information, les blogs aussi. Aller chercher le plus d'infos par nous-mêmes, s'informer. Beaucoup de mes clients n'ont aucune information finance personnelle. Donc, juste écouter ton podcast, c'est déjà très bon. Puis à la base, c'est vivre en bas de ses moyens, puis d'épargner et investir pour le futur. C'est ça la clé de l'indépendance financière. Donc, tout ce que je résume, là, c'est pour atteindre ça. Donc ça, c'est un conseil zéro, là. Zéro, oui, exact. Évidemment, l'éducation financière, oui, c'est une bonne idée de partir de où est-ce qu'on est, puis de s'y intéresser un petit peu. T'sais. Si on s'intéresse zéro, parce qu'il y en a des gens, il y a des gens, mais je ne suis pas sûr qu'ils écoutent le podcast, là, ces gens-là, qui s'intéressent zéro aux finances personnelles, parce que exact. Ils n'aimeront pas le podcast. Mais oui, c'est sûr qu'en partant, ça, c'est super important. Définitivement. Puis, donc, je vais commencer par le premier point. Je pense que c'est le plus important. Puis, honnêtement, la plupart de mes clients devraient suivre ce conseil-là. Puis, je les attaque souvent avec ce point-là en partant. Donc, moi, quand j'ai commencé à travailler avec mon père, puis deux autres agents hypothécaires, il y a beaucoup de dossiers, ils m'ont dit, va faire de la recherche de dossiers. Donc, la première chose que je suis allé voir, c'est les bilans financiers des clients. J'avais 19 ans à ce point-là. Je voulais voir qu'est-ce que les riches puis les personnes moins riches ont en commun. Puis la chose qui m'est vraiment sortie en partant, j'avais hâte de voir qu'est-ce que les gens conduisaient aussi. Donc, est-ce que c'est une Corvette, c'est une Porsche, c'est une Audi, peu importe. Puis la plupart des gens, mais je pense que ce n'est pas une surprise si vous écoutez le podcast, que la plupart des gens riches, ils conduisaient des Civic, puis des Corolla, puis des SUV, là, des petits SUV. Là. Donc, ça m'a vraiment frappé. J'avais 19 ans. Je me disais, le monde riche doit conduire des grosses voitures, puis les gens millionnaires, c'est des grosses voitures. Puis non, c'est vraiment la voiture, la Civic. Donc, c'est pour ça que moi, je conduis une Civic, une vieille Civic actuellement. Puis, donc, ça, c'est mon premier point. Tu en as parlé souvent, Frédéric. Le budget mensuel d'une voiture, ça devrait être usagé potentiellement. Puis moi, qu'est-ce que je vois mes dossiers? Peut-être que tu vas dire la même chose, mais normalement, mes clients payent autour de 500 $ par mois une voiture au niveau mensuel là, dans le passif. Là. Donc, c'est très coûteux.
Puis, je te dirais que mon approche, la vision différente de toi, c'est que je pense pas que tu as mentionné ce coup-là, mais la plupart de mes clients ont 2 voitures pour une famille. 2 voitures, pour moi, c'est un luxe. C'est pas une nécessité, mais un luxe. Je le répète une deuxième fois. Donc, pour moi, une voiture additionnelle. Donc, moi, ma conjointe, on a une voiture. Ce matin, j'ai dû me lever plus de bonne heure. Je suis allé la porter au travail. Là, je fais le podcast. Puis ensuite, j'ai des rendez-vous en personne. Puis, je dois retourner la chercher au travail. Donc, on fait un gros sacrifice. Mais pour moi, ça équivaut à environ un 10 000 d'épargne par année. Si on parle d'assurance, de gaz, d'entretien, de paiement, le parking, on parle d'environ plus ou moins 10 000 J'ai des clients qui dépensent beaucoup plus que 10 000 pour leur voiture. Là, ça, c'est peut-être le dossier moyen. Puis j'ai toujours l'excuse de mes clients, moi, mon travail, parce que moi, je viens d'un petit village, ils travaillent à Ottawa, ils travaillent à Montréal, à Alexandria, Cornwall, etc. Puis ils disent, ben, je peux pas travailler ils n'ont pas une job spécialisée. Je me dis, oui, tu peux travailler dans la même ville, déplace-toi un travail de peut-être plus ou moins 10 km de ta conjointe, puis vendez la voiture, puis commencer à épargner le 10 000 par année. Donc ça, c'est mon premier conseil. Puis juste ajouter le coût d'opportunité. Il faut comprendre que pour faire 10 000 de dépenses, il faut avoir un revenu potentiellement de 15-20 000 avant impôt. Là. Fait que c'est beaucoup d'argent. Puis le coût d'opportunité d'investir 10 000 par année sur 20 ans, puis ça, c'est ma stratégie à moi, ma blonde, on le fait depuis 10 ans, à du 8 par année. C'est un rendement pas mal moyen. On peut faire plus que ça. Ça représente un demi-million après 20 ans. 500 000 d'avoir épargné 10 000 par année là, pendant 20 ans à 8 c'est 500 000. Fait que nous, on se fait souvent juger, ah, t'as juste une voiture, top ta blonde, ça va être difficile. Oui, on fait des sacrifices, mais en même temps, on le sait qu'on va avoir potentiellement 500 000 dans 10 ans, puis on va être capable de prendre d'autres décisions financières à ce point-là. Donc, si vous avez 2 voitures en ce moment, vous écoutez le podcast, regardez-vous dans le miroir, vous en avez-tu vraiment besoin? Comme Carrie McSween le dit souvent. Est-ce que vous en avez vraiment besoin de cette deuxième voiture-là? Probablement pas. Probablement, vous avez des excuses qui sont, à mon avis, qui n'existent pas. J'ai beaucoup de clients qui ont une voiture et ça fonctionne. Fait que ça, c'est mon premier point. C'est un bon point, ça. Puis c'est vrai, Pascal, que j'en parle pas souvent des 2 voitures parce que moi, je suis pas la bonne personne pour en parler parce que ma femme et moi, nous avons chacun notre voiture. Je te dirais qu'à ma défense, le compromis qu'on a fait, c'est que les voitures sont payées. Oui, définitivement. Mais effectivement, en plus qu'on habite dans Pointe-Saint-Charles à Montréal, on pourrait s'arranger avec une voiture, malgré que là, on déménage à Chambly. On déménage sur la Rive-Sud. Donc, je pense que, on aime ça quand même, avoir chacun notre voiture, mais c'est vrai que c'est pas essentiel. Ça. C'est un luxe, Frédéric, c'est un luxe. Oui, c'est ça. C'est un luxe qu'on n'a pas voulu se départir, nous. Parce que moi, ma blonde, qu'est-ce qu'on fait? Comme là, on a des activités en soirée, puis là, c'est qui a la voiture? Oui, on s'estime, mais on habite à Ottawa. Là. Je veux dire, si vous habitez en rural, c'est un peu plus difficile, mais Uber existe, l'autobus existe, le taxi existe. Absolument. Il y a tellement de... Puis là, on n'est pas à la même place dans la vie aussi. Là, Frédéric, t'es plus... t'es très... À mon avis, tu es indépendant financièrement. Tu peux te permettre. Mais si tu es dans ta vingtaine, à mon avis, il faut te sacrifier. C'est une belle place pour épargner. Comme il y a Pat Raymond aussi qui dit souvent sur son podcast que la voiture, dans le fond, le paiement de voiture, souvent notre retraite est là. Le fait de rouler avec une voiture neuve, en plus, si on en a 2 dans le parking, my God, là, c'est ça, là, notre retraite est là, notre million, 2 millions. Sur une longue période de temps, ça fait mal. Puis, tu sais, moi, je parle de 20 ans, mais moi, ça fait 10 ans que je le fais. On va avoir 40 ans. C'est pas si vieux que ça parce qu'on le fait depuis qu'on est jeune. Mais tu sais, bien de nos amis ont toutes 2 voitures. Puis tu sais, je comprends le luxe, puis c'est plus facile. Puis, mais en même temps, il y a tellement d'argent à sauver là. Il y a des gens qui... Là, je prends les cas extrêmes. Ils ont une voiture de 100 000, le pick-up, puis ils vont travailler. Puis, il me faut un pick-up l'hiver. Là, comment tu drives avec ma Civic? Ça va super bien l'hiver. Là. J'ai des tailleurs, ils mettent du sel. Puis eux, il leur faut le pick-up de 100 000. Ils vont travailler pour payer l'essence, pour payer leur voiture. Je suis comme, et il y a le profit là-dedans? Là? C'est une entreprise, t'es dans le rouge, là, mon gars. Fait que j'en ai beaucoup de clients comme ça, puis ça me frustre. Là, Initialement, je faisais pleurer des clients. Là, puis mon père, quand j'ai commencé à travailler, je travaillais chez moi, puis je n'ai fait pleurer souvent des clients. Fait que, en tout cas, ça me passionne beaucoup parce que des fois, ils ont des enfants, puis je me dis, t'as de la misère à les nourrir, t'as 2 voitures dans le parking. Des fois, madame, elle ne travaille pas. Fait que je suis comme, pourquoi tu as 2 voitures? Là? Parce que je vais faire mes épiceries dans la journée. C'est un luxe. Là. C'est un luxe. Fait que, en tout cas, moi, ça me frustre beaucoup. J'ai plus de situations que ça. Oui, on n'est plus dans les années 70. Tout coûte
plus Mhm. cher aujourd'hui, tu sais. En tout cas, on Exact. n'embarquera pas dans les inégalités sociales, les extra riches, les moins riches, mais on se fait squeezer. Le prêt de voiture, Ah. ça vient tuer notre pouvoir d'achat, la classe moyenne. Puis oui, c'est ça, il y a quelque chose de triste là-dedans. Exact. Fait que ça, c'était mon point numéro 1. Les autres points sont plus rapides. C'est vraiment le plus important. Parce que je me dis, il y a quand même un 500 000 à aller chercher assez facilement. Ben, facilement, il y a quand même, c'est un sacrifice, là, mais ça se fait. Le point numéro 2, c'est le partenaire. Tu en as parlé récemment, Frédéric, dans tes podcasts. Un bon chum, bonne blonde, ou mari, conjoint, peu importe. Un divorce, ça coûte super cher. Là. J'ai plein de clients qui ont été ruinés par des divorces, des pensions alimentaires. Si on le sait, ça ruine une situation. C'est peut-être pas faire un enfant après 1 mois ou 2 de relation. Peut-être avoir une bonne relation stable avant, ce serait peut-être un petit conseil. Mais en tout cas, ça, je ne veux pas me mêler là-dedans. Qu'est-ce qui est important aussi dans le partenaire, c'est d'avoir une vision similaire. Ça, tu en as parlé aussi, d'avoir des objectifs communs. Puis l'indépendance financière, initialement, moi, je voulais atteindre l'indépendance financière. Mais je ne savais pas pourquoi. Ma blonde était comme, t'es malade, là. Tu sauves de l'argent comme ça n'a même pas de sens. Je ne sais même pas pourquoi. Fait on a réfléchi ensemble, puis on s'est dit pourquoi on veut atteindre l'indépendance financière. Puis pour nous, l'important, c'est qu'on atteigne on veut avoir des fins de semaine de 3 jours. Moi, je peux travailler 40 heures semaine en dedans de 4 jours, mais ma blonde, il faut qu'elle prenne une journée off. Puis on réalise que les fins de semaine de 3 jours, on adore ça. Je pense que tout le monde adore ça. Tu as une journée pour voir la famille, une journée pour faire le ménage, puis tu as une journée pour toi. Là, fait que nous, notre objectif, faut trouver le pourquoi de l'indépendance financière. Ça va vous aider à faire des sacrifices, puis dire, ben moi, ce voyage-là, je le cancelle parce que j'ai un objectif plus important. Puis nous, c'est d'avoir nos fins de semaine à 3 jours. Fait que ça, c'est notre pourquoi là, de moi et ma blonde. Mais vous trouvez votre pourquoi, puis c'est super important. Puis dans votre partenaire, c'est avoir la même vision, je pense. C'est super important. T'en parlais, Frédéric, mais c'est un J'aime peu... ça entendre ça. J'aime ça que c'est ça quelqu'un d'autre le dise. Moi, j'écoute beaucoup Dave Ramsey. Puis, tu sais, lui, c'est certain que, tu sais, il dit, OK, avant d'acheter, il faut se marier, avant d'avoir, tu sais, puis là, c'est toute une question, tu sais, religieuse à travers ça. Oui. Mais moi, ce que je retiens beaucoup de ça, c'est que oui, le couple, ça va nous aider, la stabilité du couple, puis le partenaire. À deux, on va avancer plus loin, plus vite. Ben, Exact. on va aller plus loin. Même, quitte à aller un petit peu moins vite, la stabilité, le long terme, s'entendre en partant. Faut pas qu'une personne dans le couple qui va atteindre l'indépendance financière, puis l'autre que non, là, l'autre qui va continuer. Ça marche pas. À un moment donné, si c'est ça la stratégie, puis qu'on se parle pas, puis que c'est sûr qu'à un moment donné, il va y avoir un problème. Fait que, ouais. Il faut avoir un objectif clé, à mon avis, parce qu'au début, moi, je voulais l'indépendance financière. Ma blonde est comme... De quoi tu parles? De quoi tu parles? Puis comme, pourquoi tu veux commencer à voyager? Comme là, on a commencé à voyager, mais à un certain point, je voulais juste voyager plus tard, à 40, 50 ans, puis on va repousser, puis on va avoir plus d'argent. Puis comme, écoute, là, elle est infirmière, puis elle voit des gens décéder plus tôt, puis il faut profiter de la vie, puis on a un bel équilibre dans ça. Puis que c'est super important d'avoir des objectifs. Puis là, on sait pourquoi on épargne. Puis juste ajouter un point aussi, tu parlais du mariage. Moi, ma blonde, c'est une décision personnelle, mais on a décidé de ne pas se marier. Juste au fait que les coûts sont trop élevés. Je sais que tu t'es marié, je pense, en cours, que tu as économisé des coûts, mais à notre âge, surtout là, à vingtaine, des mariages, ça peut coûter entre 20, 40, 50 000. J'ai entendu du monde dans le 80 000. Nous, on a décidé de sacrifier ça pour peut-être voyager ou profiter de d'autres choses de la vie. Là. Pour nous, ça n'a pas si important que ça aussi. Là, fait que on n'est pas très religieux. Fait on est égal de le faire de cette façon-là. Là. Fait nous, ça, c'est un autre point, là, mais différent. Excuse-moi, je vais juste le rajouter parce que des fois, il y a beaucoup de mon âge qui décident de se marier, il y en a qui décident de ne pas se marier. Puis je pense que c'est correct, les deux décisions aussi. C'est correct. Moi, je me suis marié, j'avais 43 ans. Donc, tu sais, chacun fait son cheminement par rapport à ça. Exact. Puis après ça, oui, il faut s'entendre. Est-ce qu'on voit ça de la même façon? Tu sais, c'est drôle parce que ma femme, quand on a parlé de mariage, on n'avait pas tout à fait le même... ben oui, tu sais, on va être mariés, puis ça, c'est correct. On avait ça en commun, on avait cette vision-là du après, mais on n'avait pas la même vision du... tu sais, évidemment, ma femme, elle voyait beaucoup la célébration là-dedans, puis le rituel, puis, tu sais, de faire ça. Là, on a eu plusieurs discussions par rapport à ça, puis c'est correct. Moi aussi, tu sais, je voulais qu'on célèbre ça avec nos proches. Mais tu sais, moi, à la base, tu sais, je voyais ça aussi, tu sais, on peut aller juste, tu sais, signer chez le notaire, puis on est mariés, là, tu sais. Moi, à la base, je voyais ça, là, tu sais, que
c'était un plan qu'on met en commun, notre futur, tu sais, puis qu'on Exact. on avance ensemble. Moi, c'était, tu sais, c'est ça en premier. Mais T'as-tu fait une célébration finalement? T'as-tu fait un vrai. Comme je pensais que tu avais fait en cours avec un notaire ou un avocat. C'est quoi exactement? Là, excuse-moi, c'est moi qui te pose une question, mais comment tu l'as fait à ce point-là? c'est une déclaration de mariage. On est mariés Déclaration, OK. devant l'État. On a signé la déclaration. On a poursuivi encore notre certificat, là, ça, on va le recevoir par OK. la poste. Puis après ça, nous, c'est on a célébré, tu sais, quand même l'événement avec nos proches quelques jours plus tard. OK. On a invité les gens au restaurant, puis on a pris des photos, puis ma femme avait sa robe. Puis c'est ça, on a fait comme une célébration de mariage, peut-être à plus petite échelle là, que ce qu'on avait pensé au début. Donc, qui nous, tu sais, qui nous représentait. Puis on a fait ça comme, c'est ça, pour... Je pense que c'est super beau, ça, Frédéric. Puis c'est juste de pas s'endetter pour un mariage. Des fois, je vois de mes clients, c'est OK, je vais aller ouvrir une marge de crédit, puis s'endetter. Puis c'est pas une bonne façon de commencer ta vie financière. Là. Ta vie peut-être, mais c'est juste de faire attention de ne pas s'endetter. Là. Puis si à un certain point, tu as plus de budget et tu es capable de le permettre, une grosse célébration, vas-y pour, là, si c'est ça qui est important pour toi. Là, c'est tout le temps, moi, je le vois tout le temps comme est-ce que c'est une dépense qui va me rendre heureuse? C'est quoi mon retour sur investissement de bonheur, mettons. Là, fait que, il y a des choses que je dépense. Exemple, j'ai 2 chiens, puis ça coûte cher, des chiens. Là. Fait que, mais pour moi, ça m'apporte énormément de bonheur. Là. Fait que, Il faut je aussi, pense que ça peut être une question aussi, la famille trouve ça super important, puis peut-être les parents vont exact, tout à arriver fait. puis ils vont participer aux dépenses du Mhm. mariage parce que c'est un peu pour eux aussi. Exact. Excuse-moi, on apporte un autre point là-dessus, là, mais Oui. excuse-moi, je parle trop, Frédéric. Non, c'est correct. Euh, On peut enchaîner peut-être avec le troisième. Donc, on oui, avait la voiture, deux, choisir un partenaire, exact. trois. 3, c'est utiliser le CELI, le REER, le CELIAP, le REE, la résidence principale avec l'exemption d'impôt potentiellement. C'est sûr qu'il y a peut-être une analyse à voir est-ce que le loyer vaut plus la peine que l'achat d'une propriété. Je pense que ça dépend de la ville, des circonstances, etc. Je voulais juste ajouter un point là-dessus, vu que mon rôle de conseiller, on fait de la gestion de portefeuille. Qu'est-ce que je vois une erreur si vous êtes investisseur autonome? La plupart de mes clients, qu'est-ce que je vois qui font fréquemment comme erreur, c'est pas prendre un risque proportionnel à vos objectifs, soit qu'ils veulent souvent les gars, peut-être que beaucoup d'auditeurs, gars 20, 30, quarantaine, ils se pensent tough, ils prennent trop de risques quand ils ne devraient pas en prendre parce qu'ils n'ont pas un bon coussin financier. Ou vice-versa, j'ai des clients qui veulent prendre zéro risque dans leur REER, qui ont un objectif d'investissement 40 ans. Ils veulent prendre du CPG, un certificat de placement garanti, faire du 3-4 quand ils pourraient faire portefeuille diversifié, faire potentiellement un 8 long terme. Là, mon petit bémol là-dessus, c'est juste souvent, on ne prend pas assez de risques. Puis des fois, on prend trop de risques. Fait qu'aller prendre un risque qui est vraiment proportionnel à votre risque, c'est des questionnaires de profil d'investisseur en ligne. Puis aussi, soyez rationnel. Là, quand les moments comme la pandémie, que les marchés tombent de 30 dites-vous potentiellement que le marché va se replacer. Ça va peut-être prendre 1 an, peut-être 2, peut-être 3, mais soyez patient puis ne vendez pas. Même cette année, avec la guerre des tarifs de Trump, beaucoup de mes clients voulaient tout vendre leur portefeuille. Là. Puis là, je leur disais, ben écoute, Trump, il va peut-être les enlever les tarifs, il faut peut-être mettre une pause, on ne sait pas. Puis finalement, 2 semaines après, il a changé d'idée. Là, il y a de la guerre, etc. Donc, soyez rationnel, puis tête froide aussi, là, patient. Ce serait mon point numéro 3. Là. Oui. Je sais pas si... Oui, exactement. Donc, je comprends. Donc, l'investissement dans les comptes enregistrés, c'est l'IRER, REE. Puis si on n'est pas certain puis qu'on veut être accompagné, ça peut valoir beaucoup la peine, justement, parce que notre conseiller va nous aider à rester investi, va nous aider à sélectionner aussi le bon niveau de risque pour notre horizon d'investissement. Si on a besoin de l'argent à court terme, je pense que ça va aller dans du moins risqué. Si on a de l'argent qu'on garde pour les études dans 10, 20 ou des enfants pour dans 10, 20 ans ou qu'on garde l'argent pour la retraite dans un horizon encore plus loin, bien là, on peut augmenter le niveau de risque. Puis ça a du sens, oui. 100% d'accord. Donc, prochain point, éliminer carte de crédit, marge de crédit. Les auditeurs, je suis certain qu'ils comprennent ça. Par contre, je vois des fois des clients, qu'est-ce qu'ils font? Ils décident de mettre un voyage sur une carte de crédit puis pas le rembourser tout de suite. Ils n'ont pas l'argent pour le faire, la dépense, puis ils vont le mettre sur une carte de crédit. Je crois que la plupart des auditeurs, s'ils écoutent ton podcast, ils savent déjà pas faire ça, mais je dois le répéter parce que je le vois trop fréquemment, là, cette erreur-là. Donc, ça, c'est mon point numéro 4. Je ne sais pas si tu avais quelque chose à rajouter là-dessus, Frédéric, ou...
on enchaîne Oui, au ben oui. 5e. Écoute, Oui, éviter l'endettement à tout prix. Moi, exact. c'est ça ce que je dis sur le podcast, c'est tout ce qu'on doit dépenser pour notre consommation, on devrait juste avoir l'argent, puis pas le mettre sur la carte de crédit, pas le mettre sur une marge. Même les rénovations, si c'est pour ajouter de la valeur, puis que c'est comme plus une opération d'affaires ou une opération pour faire de l'argent parce qu'on rénove une maison puis on va leur vendre un certain prix, ça peut être d'autres choses, mais si c'est pour augmenter notre train de vie, ben moi je dirais on va épargner l'argent puis Mhm. on va faire la rénovation quand on va l'avoir. Je viens juste d'avoir un appel justement, un couple retraité, puis eux ils OK. voulaient sortir de leur REER pour faire des petites rénovations, puis le conseiller à la caisse ou en tout cas à leur banque leur a dit ben vous devriez emprunter parce que si vous Ah, OK. sortez des Ah, REER, faut... si vous sortez des REER, vous allez payer de l'impôt. Oui, c'est vrai, mais en même temps, on est retraité, on veut faire des rénovations. Attends un petit peu, là, qu'elle emprunter, ça veut dire quoi? Qu'on va hypothéquer Mhm. notre cash flow pour les prochaines années. On n'aura pas plus de Wow. revenus, là, on est à la retraite. Donc, moi, je suis revenu un peu, tu sais, c'est sûr que là, j'ai eu un appel de 5-10 minutes là-dessus. J'ai dit, OK, est-ce qu'on peut comme épargner l'argent, faire les rénaux avec l'argent qu'on a, ou parce que là, sinon, on va être pris à avoir moins de revenus, dans le fond, dans le futur. Puis on va Exact. avoir de l'intérêt à payer sur ce prêt-là pour avoir notre nouvelle salle de bain. Bref. Ça, c'est des mauvais conseils. Puis honnêtement, comme je le vois souvent de mes clients, quand ils ont de l'investissement aux banques, ils leur font tout le temps sentir mal de sortir leur argent. Moi, jamais je vais faire sentir mal un client. C'est ton argent. Là. Je peux te poser la question, est-ce que c'est parce que tu as du stress avec le marché boursier, mais pas situation personnelle comme ça fait du sens. Puis là, j'ajoute un autre point, là, c'est une autre parenthèse, je m'excuse, mais le REER à la retraite, il faut le décaisser. Il y a un moment opportun d'un fois. En Ontario, c'est le CPP, le Canada Pension Plan, puis la sécurité ABS. Au Québec, c'est la rente, le registre des rentes du Québec. Des fois, ça vaut la peine de sortir son REER puis de repousser la sécurité ABS et la RQ plus tard pour avoir des revenus garantis puis plus élevés aussi. Si on le repousse à 70 ans au lieu de le prendre tout de suite, on a un avantage à ça. Puis il y a certaines stratégies avec certains clients, on va décaisser les REER un peu plus tôt dans la retraite pour repousser la sécurité ABS et la RQ. Puis ensuite, si tu as des revenus plus faibles à la retraite, tu as droit aussi au supplément de revenus garantis. Il y a une certaine planification qui vient avec ça, qui peut être opportun. Fait moi, les gens qui disent qu'il ne faut pas sortir les REER et les repousser plus tard, j'ai des clients qui ont 1 million de REER, là, puis qui ont 88 ans, puis je me dis, c'est une bombe d'impôts. Il faut faire attention avec ça. Au décès, là, ça va être imposé, là, puis ça va être au plus haut taux marginal. Fait j'en ai des clients, c'est un gros problème là, que j'ai hérité, puis ouais, il va falloir que je dirais ça. Mais c'est une petite parenthèse. Là. Faites attention avec vos REER à la retraite. Il faut les retirer à un certain point. C'est fait pour ça. Là. Fait Exactement. que, Donc, ça, ouais. c'est bien. On évite, oui, les cartes de crédit, les marges. Ça, c'était le conseil numéro 4. Yes. C'est parfait. Conseil numéro 5. Oui, 5, garder. OK, celle-là, c'est un bon point. J'en ai parlé avant qu'on enregistre, mais probablement tu vas me juger un peu, mais j'ai pas de budget personnel. Puis je sais que tu es en grande faveur du budget, puis je conseille à mes clients d'avoir un budget. Là. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose. Si vous faites un budget mensuel, rien de mauvais avec ça. Personnellement, je ne fonctionne pas avec un budget mensuel, puis j'ai pas des revenus stables, j'ai pas des dépenses stables. Fait que je devrais être la personne qui a un budget mensuel, mais j'en ai pas, puis j'ai plusieurs de mes clients qui sont dans la même situation. Puis qu'est-ce que je fais personnellement pour épargner et accumuler de l'argent, pas facilement, mais plus facilement, c'est que je me paye en premier. Pay yourself first. Fait que tu investis directement quand tu as de l'argent dans ton compte de banque. Puis dans mon début de vingtaine, qu'est-ce que je faisais? Je gardais 1 à 2 mois de dépenses dans mon compte de banque. Fait que j'étais tout le temps stressé là, financièrement, là, mais c'était pas le meilleur réflexe. Mais je me gardais 2 mois de dépenses dans mon compte bancaire. Puis tout le reste était dans mon CELI. Puis j'ai jamais retiré mon CELI. J'ai été vraiment chanceux. Il y a des moments que ça a été stressant. Mais je me garde, je m'excuse du terme, là, je me garde pauvre intentionnellement. J'ai tout le temps un sentiment de pauvreté au début de ma vingtaine, puis je ne pouvais pas le dépenser, l'argent. C'est un peu comme l'analogie de les gens qui font des diètes. Ben, moi, j'en fais pas de diète, mais j'ai pas de chips, j'ai pas de chocolat, j'ai pas rien de fun comme de friandises, j'ai pas de jus alcool dans la maison. Je peux pas le manger, je mange des pommes et du yogourt le soir quand j'ai un craving. C'est plate au début, mais après, tu te deviens habitué. Fait que Mais c'est ça mon. j'imagine, Pascal, c'est ça, là. Toi, tu es un peu comme moi maintenant, on est travailleur autonome, les revenus sont pas Mhm. constants d'un mois à l'autre. Donc là, Exact. ça peut pas être des virements automatiques, par exemple, Non. que lorsque tu as un revenu ou quand tu as ta paye à chaque 2 semaines, il y a un montant qui est viré dans tes placements. Donc, ça peut pas être ça. Exact. Donc, toi, quel mécanisme que tu as pour justement te Oui. payer en premier dans un contexte où est-ce que tu n'as pas toujours les mêmes revenus?
Super bonne question. Super bonne question. En fait, c'est ça, mon revenu est pas stable. Je paye personnellement une fois pour les côtés investissement, je paye une fois par mois. C'est vraiment pas stable. Puis, dépendant de la fluctuation des marchés. Puis, qu'est-ce que je fais? Je garde environ 2 mois de dépenses. Donc, je connais bien mes dépenses. Par contre, si j'ai fait un budget une fois, that's it. Puis, à chaque fois qu'au début, initialement, je me gardais environ 3 000 dans mon compte bancaire. Là. Je me gardais à 3 000. Puis quand j'avais l'excès de 1 000 de par-dessus le 3 000, j'étais rendu à 4 000, je le prenais, je le mettais à mon CELI. S'il y avait 100 je ne me donnais pas le trou, mais quand j'avais 1 000 de plus, je le faisais. Puis là, depuis un certain temps, je me garde plus d'argent, je me permets un peu plus de luxe. Avant, non, mais là, je dépense un peu plus. Mais quand tu n'as pas d'argent, tu peux pas te permettre un voyage, tu peux pas te changer ta voiture, tu peux pas dépenser sur du luxe non essentiel. Si c'est quelque chose qui me rendrait beaucoup de bonheur, ben, je prenais la décision, puis ça fallait que j'y réfléchisse vraiment. Fait que si tu as un 10-20 000 dans ton compte, tu vas être bien. C'est comme si tu as des chips. Là, un sac de chips, moi, je vais le manger d'un coup. Là. Je vais le dépenser, cet argent-là, mais je me donne pas la possibilité. Puis ça, je fais ça depuis, je l'ai parlé dans mon histoire, mais depuis que je suis jeune, mon père, il prenait mon argent, il le mettait dans le CELI, mais je n'avais pas la possibilité de se dépenser. Fait que je fais ça depuis plus de 10 ans. Là, fait que ça fait plus longtemps que ça là, que je fais ce petit truc-là. Ben, écoute, c'est tant qu'on a une. Tu sais, clairement, pour toi, ça fonctionne. Je veux dire, ça a bien fonctionné. Donc, dans le fond, on regarde le solde du compte, puis l'excédent, c'est ça, on va le placer. Puis ça prend de la discipline de faire ça, je pense. Puis, mais pour quelqu'un qui l'a comme toi, puis que c'est un système qui fonctionne, tant mieux. Exact. Puis le budget, j'ai rien contre ça. Là. Je pense que c'est super bon, mais j'ai beaucoup de clients qui sont pas capables de budgéter. Si tu as un salaire stable, tu as des dépenses stables, ben, garde-toi comme peut-être plus que 2 mois, là, surtout si tu as des enfants, etc. Garde-toi un meilleur coussin. Mais tout de suite, quand tu as plus, c'est verse-le automatiquement. Puis tu viens que tu l'oublies, cet argent-là. Puis, ça peut être un CELI, ça peut être un compte saving que tu n'as pas vraiment accès facilement, puis c'est difficile. Donc, ça, c'est mon conseil. Puis là, je m'en vais au point 6 et c'est ton podcast numéro 3 qui est mon préféré, c'est augmenter ses dépenses de façon intentionnelle. Écoutez-le. Moi, c'est lui qui m'a le plus frappé parce que je suis quelqu'un de très frugal, puis fais attention à mon argent. Puis on dirait que j'ai de la misère à dépenser. Puis ma blonde me l'a expliqué, faut vivre un jour. Puis ton podcast il en parle, mais j'augmente le minimum dans mon compte bancaire. Là, maintenant, il est plus élevé. Là. Au lieu de me tenir au début 3 000, là, je me tiens plus autour du 6 à 8 000. Puis là, j'ai plus d'argent, je suis plus à l'aise. OK, ben, il y a un show qui s'en vient dans ma ville, je suis intéressé, je vais aller voir n'importe quoi. Comme là, je me sens vraiment à l'aise de dépenser. Là, j'ai plus d'argent. Puis j'ai augmenté mes dépenses de façon intentionnelle à ce niveau-là. Puis là, j'essaie de profiter un petit peu plus de la vie. Je suis pas encore le gars qui dépense beaucoup d'argent, mais éventuellement, je vais me permettre de le faire. Là, juste pour revenir sur ce point-là. Donc, point numéro 6, Pascal, moi, je comprends ce que tu veux dire parce que, évidemment, comme tu dis, j'en ai parlé souvent dans mon podcast. L'idée, c'est, bon, puis toi, tu l'as fait, tu as commencé tes dépenses très. Tu sais, au début, tu dépensais rien, tu avais juste ton minimum, puis tu gardais juste 3 000 dans ton compte, l'excédent, tu le mettais. Mais là, le problème avec ça, c'est que c'est ça, là, à un moment donné, si ta vie elle peut être plate, là, où c'est quoi ta motivation pour continuer à faire ça? À un moment donné, tu peux te revirer de bord et faire, ben ouais, ça n'a pas de sens, je ferai plus ça. Mais l'idée, c'est qu'au fur et à mesure que ta valeur nette augmente, pas nécessairement ton revenu annuel, mais au fur et à mesure que ta valeur nette progressait dans le temps, tu as décidé d'augmenter un petit peu le chiffre que tu gardes dans ton compte, dans le fond, qui se transforme en dépenses discrétionnelles, dans le fond. Donc, exact. Progressivement, au fur et à mesure que ta valeur nette augmente, tu augmentes aussi tes dépenses discrétionnaires, puis ça te donne un train de vie un petit peu plus élevé, puis ça te récompense. Mais toujours en gardant une bonne partie qui est de l'épargne. Donc, exact. Donc, c'est ce que, dans le fond, je comprends du point 6, c'est que... Puis, je te dirais que je continue à épargner de plus en plus d'argent aussi, plus que mon revenu augmente. J'augmente mes dépenses moins rapidement que mon revenu. Fait, je continue à épargner encore de plus en plus que mon revenu augmente, mais je me permets de dépenser un peu plus parce que je me dis, écoute, il faut vivre. Là. Mais c'est vraiment motivant parce qu'au début, ma vie est vraiment pas excitante, là, début vingtaine. Puis il y a eu la pandémie, ça m'a aidé aussi, là, je pense, là, parce qu'on ne pouvait pas voyager, on ne pouvait pas rien faire. Puis là, par le temps, ben là, j'ai commencé à voyager juste récemment. Puis je suis plus à l'aise, là, je suis capable de me le permettre à ce point-ci. Parce que je me dis, OK, là, j'ai maximisé mes CELI. Pour moi, c'était super important, là, je vivais pour mes CELI, on dirait. Là, j'étais un apôtre du CELI. Mais là, je me permets de dépenser plus. Puis c'est très motivant. Là. Quand ça prend du temps, par contre, il faut sacrifier définitivement. Puis éventuellement, on va en profiter. Puis c'est le fun d'en profiter. Là. Fait que...
Oui, oui. Yes. Parce que versus garder ses dépenses, vivre comme un moine pendant comme une période de 20 ans, puis qu'après 20 Mhm. ans, là, ça explose. Puis là, tu te dis, je veux dire, ça se passe pas comme ça dans la vraie vie, tu sais. Je pense que c'est mieux de le faire petit à petit, t'augmentes tes dépenses, puis tu vas pas comme changer ton train de vie du jour au lendemain, parce que là, après 20 ans d'austérité, là, on ouvre les valves, puis on se met à dépenser tout ce qu'on a gagné, tu sais. C'est ça, c'est pas réaliste pour moi de faire ça. Exact. Définitivement. Puis j'en ai des clients comme ils n'ont jamais dépensé de leur vie. Là. Ils ont 70 ans, ils ont des millions, puis ils n'ont jamais dépensé. Là. Ils n'ont pas profité de la vie. Là, puis ils n'ont pas un lifestyle super excitant. Puis la plupart de mes clients qui ont un lifestyle le plus excitant, c'est exactement ça qu'ils ont fait. Ils ont graduellement augmenté leurs dépenses. Ils épargnaient, ils investissaient, puis graduellement, leur vie est de plus en plus excitante. Puis ils ont profité, je te dirais, plus de la vie que la majorité là, en faisant cette stratégie-là. Puis quand tu en as parlé, ça résonnait avec moi. Point numéro 6. Super. Point numéro 7. Yes. 7, c'est comme toi, là, je ne vais pas en parler longtemps, mais la valeur nette mensuellement, je la calcule. Je pense que toi, tu le fais peut-être plus rapidement que mensuellement, mais moi, je le fais mensuellement depuis un certain temps, là, comme 4-5 ans. Puis initialement, ben, j'avais juste mon CELI, puis mon père il me disait, fais-le, ça va être bénéfique. Je me suis destiné longtemps, puis finalement, j'ai commencé à le faire, puis ça l'est vraiment bénéfique. Éventuellement, tu vois, OK, toute ta gestion de dette, ta gestion d'actifs, tu sais exactement qu'est-ce qui se passe. Puis oui, le marché boursier va descendre, puis tu vas voir ta courbe descendre, mais tu prends ça en espace de 2-3 ans, tu dis, OK, ça a quand même augmenté un peu, puis je continue à augmenter. Puis c'est motivant de voir ta situation augmenter, puis la valeur nette, c'est super encourageant de l'avoir augmenté. Des fois, il y a des mois négatifs, mais à la somme, je trouve ça super encourageant là, de calculer la valeur nette. OK, fait que si je comprends, dans le fond, une fois par mois, toi, ton système, tu fais la conciliation de tes comptes, tu rentres ça dans une plateforme ou en tout cas dans un fichier Excel ou peu importe la façon que tu le fais, puis tu regardes, OK, on est rendu combien, à combien est rendu la valeur nette. Puis ça nous encourage, ça nous Exact. aussi garde motivés à pas trop dépenser dans notre cheminement, dans le fond. Exact. Moi, je le fais le premier du mois, puis ça me prend maximum 5 minutes. Maximum, là, je mets mes comptes, c'est quoi les soldes, puis je me suis fait un petit graphique sur Excel, fait que j'ai quasiment hâte de voir le premier. OK, je suis rendu où, là, puis c'est vraiment pas long, là. C'est vraiment pas d'effort, puis je pense que la plupart, on devrait tout le faire, ça. C'est encourageant, c'est encourageant. Donc ça, c'est mon point numéro 7. Super. Sinon, Dernier point, point numéro 8. 8, c'est exact, c'est ça, un point que j'apporte que tu n'as pas mentionné, puis pour moi, ça m'a vraiment aidé, c'est arrêter de se comparer. Donc, je sais j'ai parlé de ma situation financière tantôt, mais il faut arrêter de se comparer. C'est bon de voir les autres, qu'est-ce qu'ils font, mais ça peut être négatif aussi. Un moment de jalousie, un moment de OK, ben là, je veux avoir la même voiture, avoir la même maison, je veux voyager. Comme moi, au début, c'était vraiment difficile parce que moi, ma blonde, on voulait voyager. Fait qu'est-ce qu'on a fait? C'est comme, surtout moi, là, j'ai arrêté de suivre sur Facebook, Instagram, tout ce qui n'était pas mes amis proches et ma famille. Un, je perds trop de temps là-dessus, là, sur les réseaux sociaux. Puis de deux, ben, je peux juste focuser sur moi-même. Comme, OK, ben, là, oui, j'en fais peut-être pas de voyage. Dans 5 ans, dans 10 ans, ben, je vais me planifier pour en faire, ou je vais arriver à l'âge de 45 ou 40-45 ans, puis je peux tomber peut-être à temps partiel, puis on peut avoir 3 jours de fin de semaine. Focuser sur votre situation, arrêtez de vous comparer, c'est néfaste. Puis, il y a toujours quelqu'un qui va être plus riche que vous, il y a tout le temps quelqu'un qui va avoir une plus belle voiture, une plus belle maison, faire des plus beaux voyages. Il faut juste vivre notre vie, puis essayer d'être le plus satisfait, puis essayer de l'améliorer. C'est pas de juste rien faire, là, mais c'est de l'améliorer notre vie là, en pas se comparant contre tout le monde. Là. Fait que c'est mon 8e point. Oui, bien d'accord avec ça. Moi, je pense que j'en parle pas souvent parce que je sais pas là, je pense pas que je me compare. En tout cas, je sais pas. Ouais, j'avoue que je réfléchis pas à cet aspect-là. J'ai tendance à vraiment me concentrer, oui, sur ce que je fais. Tu sais, c'est sûr que ce qu'on contrôle, c'est nos actions, c'est notre univers. Ça va aller. C'est beaucoup plus facile d'être motivé puis de voir du progrès. Puis il va toujours avoir quelqu'un de plus riche. Là. Je veux dire, il n'y a pas de limite. Là, exact. On n'est pas tous des Luc Poirier, là, comme tu parlais. Là. Fait à la fin de la journée, c'est super motivant de voir ces gens-là. Par contre, il faut être réaliste, notre revenu, nos capacités. Puis c'est quoi qui nous rend vraiment heureux à la base? Là? C'est quoi pour vous qui est important? On a toutes des choses différentes dans notre vie. Peut-être c'est vos enfants. Moi, j'adore mes chiens. Je vais mettre de l'argent dans mes chiens. Puis c'est ridicule, mais c'est ça qui m'apporte du bonheur. Fait, à un certain point, il faut mettre de l'argent pour que ça nous rend heureux là, pour le long terme. C'est ça qui nous aide. Puis
ça, c'est un autre point, là, mais pas tout dépenser un peu partout, là. Comme moi, la voiture, ma Civic, maintenant, elle a une tache de rouille. Je suis pas fier de ça, mais en même temps, je me dis, écoute, je veux pas dépenser là. J'aime mieux aller en voyage ou j'aime mieux m'occuper de mes chiens. Puis, tu sais, on a tous des objectifs complètement différents, là. Fait qu'il faut pas tout le temps faire comme les voisins. Puis, tous mes voisins ont des super beaux chars, puis ils sont tous retraités aussi, là, mais euh, c'est ça, on a tout un différent lifestyle, là. Super, merci beaucoup Pascal. C'est vraiment généreux là, d'avoir partagé comme ça, de t'être ouvert, puis d'avoir partagé ta vision de l'argent, tes 8 conseils, puis par rapport à tes finances personnelles, au couple. C'était vraiment, c'est exactement ça que je veux partager sur indépendance financière et hypothèque. Moi, je le fais personnellement avec ma situation, mais c'est le fun d'avoir, c'est ça, d'autres gens qui viennent faire la même chose pour, j'espère, inspirer. Puis là, si quelqu'un aimerait que tu les aides avec leur placement, par exemple, hein, c'est quelque chose que... est-ce que tu acceptes des nouveaux clients? C'est quoi les restrictions par rapport au Québec ou en Ontario? Comment ils peuvent te joindre? Absolument. Oui, définitivement. Toujours à la recherche de nouveaux clients. Puis, je fais le service, en fait, de l'Ontario, Québec. Puis, maintenant, je suis allé chercher ma licence en Colombie-Britannique. Donc, s'il y a du monde en Colombie-Britannique, là, je peux vous servir. Surtout si Donc, ça me fait vous plaisir. voulez du service en français, ça peut être, Français. j'imagine, ça peut être un avantage. Peut-être qu'il peut être plus compliqué si on est en Ontario ou en Colombie-Britannique. Exact. Le service en français. Puis, je suis bilingue, là. J'ai un bel accent anglais, là. Et c'est un peu étonnant, là, parce que je suis ontarien, mais je parle pas super bien l'anglais, mais je suis capable de me débrouiller très bien, quand même. Puis, oui, définitivement, ils peuvent me rejoindre. Je sais pas si tu peux mettre mon courriel dans ton Spotify ou sinon. Absolument, je vais mettre tes informations dans les notes de l'émission. Donc, c'est ça. Je te remercie. On va arrêter l'enregistrement ici. À bientôt. Bonne Saint-Jean. On est le 24 juin. Merci, Frédéric. Bonne journée, là. Bye. Alors, si vous avez apprécié l'émission, je vous invite à vous abonner. J'ai aussi une page Facebook à laquelle vous pouvez vous abonner. Ça s'appelle Frédéric Lacherté, courtier hypothécaire. Vous verrez passer mes publications hypothécaires quotidiennement. Si vous avez des questions ensuite d'hypothèque pour moi, achat, renouvellement, refinancement, n'hésitez pas à communiquer avec moi en prenant un rendez-vous. L'adresse parleravecfred.com. C'est un site, ça va vous mener directement sur mon calendrier. Vous pouvez choisir la date, l'heure, choisir le moment qui vous convient pour prendre rendez-vous. Ensuite, par courriel à hypothèque au pluriel, donc hypothèque avec un S, à commercial frédériclacharité.com, téléphone 514-243-8994. Toutes ces infos-là sont disponibles dans les notes de l'émission. Puis ça me fera plaisir de parler d'indépendance financière et d'hypothèque avec vous.